va? Salut Charles. Ça va? Ouais. Au niveau lumière, tout ça, on est bon? Calage grue? Calage grue, c'est ok. Lundi 8 octobre, 5h du matin. Le premier semi-remorque est arrivé au pied du Fort Saint-Jean. Des blocs de 13 tonnes sont emportés à plus de 10 mètres de haut et installés avec une précision de l'ordre du dixième de millimètre. Là, on est en train de positionner précisément le premier voussoir. Donc c'est le plus compliqué pour nous parce qu'il sert de référence, mais aussi parce qu'en fait, on doit rentrer en partie dans le Fort Saint-Jean. Une fois la première pièce posée, il suffit de quelques heures pour monter la moitié de la passerelle. Un événement que les directeurs du MUSEM viennent admirer en personne. Bah voilà cette passerelle. La voilà. Alors là, ça va être un geste très très important parce que les Marseillais sont convaincus que le Fort Saint-Jean s'est construit contre Marseille. Et l'ouverture de cette passerelle et la réouverture de la porte, ça va vraiment être la preuve que le musée est ouvert sur Marseille, dans sa partie la plus intime, si je puis dire, le panier. Construit par Vauban pour affirmer l'autorité de Louis XIV, le Fort Saint-Jean a toujours été isolé du reste de la ville. Caserne militaire, prison, dépôt de munitions qui explosa à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la première fois de sa longue histoire qu'il est aménagé pour accueillir le grand public. « 190 millions d'euros, 10 années de préparation. Objectif, créer le premier musée des civilisations d'Europe et de Méditerranée. On pense parfois que le MUSEM est l'édifice de béton à côté du Fort Saint-Jean. En réalité, le musée est constitué de ces deux bâtiments. Et c'est donc par cette entrée que se trouve la passerelle qui va en direction du panier. On va pas tarder à la découvrir parce qu'elle est en train de se monter, cette passerelle, imagine-toi. La voilà. D'accord. On est encore en... Zef Gourarier profite de son passage sur le chantier pour faire découvrir à Sophie Ferré, la dernière arrivée dans l'équipe, son futur espace de travail. Je vais te montrer ce qu'on va faire dans la chapelle. Alors voilà, ne t'approche pas plus, parce qu'il faudra un recul. Il faut imaginer ici qu'il va y avoir une vitrine. On pourrait parler d'un immeuble de verre de 11 mètres de haut, consacré au rite de passage de la vie. On aura des robes de mariée, on aura des quenouilles, on aura toutes sortes d'objets de baptême, de circoncision, qui vont un ensemble en fait de 280 objets. Autrement dit, ça va être une... 280 dans la vitrine ? 280 dans la vitrine sur 3 étages. Et c'est une exposition verticale, quoi. Je suis un peu comme un enfant qui ouvre le cadeau de Noël le matin du 25 décembre, un peu surprise, étonnée, et puis très, très enthousiaste sur l'idée. Voilà, Mais le plus gros du chantier se trouve de l'autre côté d'une seconde passerelle. Ici, le béton a la forme d'arbre ou de corail. Et ce qui frappe, c'est la dimension des salles. Donc voilà la salle la plus grande du musée. Elle fait 23 mètres de large par 50 mètres de long. Plus grand, on ne pouvait pas faire. Mais c'est finalement déjà assez grand grâce à cette technologie du béton précontrainte. On arrive à libérer tout l'espace de toute structure qui crée une rupture inutile entre l'objet exposé et son environnement naturel qui est la Méditerranée. Tilman Reichert est le chef des travaux. C'est le bras droit de l'architecte Rudy Ricciotti qui a conçu le bâtiment. Avec lui, nous découvrons les immenses salles aux murs de verre. À travers les vitres, on devine l'échafaudage d'un chemin qui tourne tout autour du bâtiment pour arriver sur le toit. Il y a une passerelle qui arrive là, une deuxième passerelle qui arrive ici, et il y a la passerelle de liaison vers le Fort Saint-Jean qui traverse les darses et qui permet de liaisonner les deux entités du MUSEM. Alors salut, ça va? C'est le soir qu'on va mettre les voussoirs là? Voilà. Après une longue journée de travail, Tilman Reichert a rendez-vous avec l'architecte.
Ça va? Il vient 3 fois par semaine, à des heures absolument improbables, mais il vient et il suit de très près de tout et on fait le point en permanence sur toutes les questions. Rudy Ricciotti, l'architecte marseillais le plus célèbre dans le monde. Lauréat du concours organisé en 2002 pour ce projet, il œuvre depuis 10 ans à sa réussite. Les deux hommes inspectent tous les détails et sont particulièrement satisfaits de la qualité du béton, le même qui a servi à construire le musée. C'est super beau, non mais c'est super beau. Mais Rudy Ricciotti va perdre sa bonne humeur lorsque Bruno Susarelli, le directeur, vient lui réclamer des changements. Là où l'architecte a pensé espace collectif, le directeur du musée lui réclame des cloisons et des bureaux séparés. Non, le problème, c'est l'isolation phonique. Mais ça, c'est Pourquoi? C'est pas la CIA, quand même. Alors, quasiment, c'est le KGB. Ah, c'est pire que ça. C'est pire que Non, ça. mais les cultureux, vous êtes les derniers à vouloir des bureaux cloisonnés avec la clé sur la porte. Putain. Chez moi, tu vois, j'ai des bacs plus Oui, 6 mais chez je sais moi. bien, mais tu sais Ils comment- travaillent mais par ça, groupe de 8, ils le Mais prennent les pas comme une architectes, ils insulte ne travaillent pas sociale. comme les bureaucrates, c'est ça Oui, le problème. mais les ingénieurs aussi, ça s'appelle de la civilité ou Mais de tu sais ce qui se l'urbanité. passe, Rudy, si tu dis ça, il se passera, c'est ce que j'ai expliqué, il se passera que dans deux ans, j'aurai les syndicats sur le dos et on sera obligé de faire des cloisonnements qui n'auront pas été faits par vous et qui seront pires que ce que vous allez faire. C'est ce qui va se passer. Parce que tu vois, ce cloisonnement Mais c'est- sur la façade publique, c'est je vraiment sens que l'empreinte je suis de bien l'autorité de la Je bureaucratie suis sur bien l'espace d'accord. public. Non, mais je sais. Moi, je suis prêt à faire des efforts, mais pas jusqu'au narcissisme, tu vois, quand même. Tu vois, pas jusqu'au point de dire j'ai une parcelle de territoire que je ne partagerai avec personne. C'est pas possible, des choses comme ça. À un moment donné, il faut apprendre à vivre ensemble. Il faut apprendre à considérer qu'il y a encore du bien commun, Oui, et une responsabilité collective. Ça, je suis d'accord, il y a du bien commun et de la responsabilité collective. Aujourd'hui. Ensuite, il y a la vie quotidienne des gens dans leur bureau. Ça, c'est un autre sujet. Les blocs de béton s'alignent rapidement. Ensuite, les techniciens imposeront à l'ensemble une pression horizontale de plusieurs tonnes qui permettra à la structure de se passer de piliers. Et là, c'est là où on exploite tout l'avantage technique de ce matériel génial qui est le béton fibré ultra performant. Ce béton-là, il résiste à une compression très élevée. Le béton normal, il s'arrête à 700 kg au centimètre carré. Celui-là, avant de se décomposer, il peut encaisser 3 tonnes au centimètre carré. Direction Montpellier, dans l'espoir de percer le secret de ce fameux béton qui révolutionne la construction. À force d'insistance, Patrick Mazakan, le directeur d'activité, accepte de lever une partie du voile. Une poudre de ciment ultra fine mélangée à de minuscules fibres métalliques. Ce sont des fibres qui vont armer le BFUP. Simplement, le BFUP est composé d'une granulométrie très très fine. Et à l'échelle du grain de ciment, cette petite fibre correspond à la barre d'acier d'armature d'un béton classique. Sans le BFUP, impossible de créer les résilles, à la fois légères, pleines d'arrondis et capables de résister à la corrosion de la Méditerranée. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'aucune des petites fibres n'apparaît à la surface du béton. Alors on n'en voit pas sur la surface, mais parce que d'abord, elles sont toutes enrobées de pâte de ciment. Et puis aussi, c'est un peu le secret de fabrication dont on aimerait bien garder les détails pour nous. Jusqu'à présent, le BFUP était utilisé pour le cœur des centrales nucléaires, car sa densité permet de limiter le passage des radiations. C'est la première fois qu'un architecte a l'idée de s'en servir pour un bâtiment complet. Sur la table de travail, les plans ont été corrigés au feutre. Dorénavant, les bureaux seront individuels. Cloisonnement à l'ancienne, ça veut dire que tout refaire. Ce qui est un peu frustrant. Ce n'est pas le premier changement.
mais celui-ci risque de provoquer du retard. Pascal, tu penses que c'est faisable avant le 1er mai de faire toutes les modifications du bureau? Donc pour moi, il y a 5 mois de travail là-dedans. Bon. Donc 1er janvier fermé, quoi. Ça va. Fin mai. Comme le MUSEM doit ouvrir début juin, le moindre problème provoquera un retard de livraison. Et tu vois, pour ça, En attendant, la longue passerelle qui tourne tout autour du musée est finie et l'architecte est venu l'examiner. qu'est-ce que c'est ce bordel? T'as vu ça? Immédiatement, il remarque que des joints ont coulé. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est pas le. C'est. Putain, mais qu'est-ce que c'est ça? Énorme. Il ne laisse passer aucun détail. Et même si l'aspect général de sa création est particulièrement réussi, on peut lire sur son visage que les travaux sont loin d'être finis. À quelques kilomètres de là se trouve le centre de conservation et de ressources, le 3e bâtiment du MUSEM qui sert au stockage. Et vous êtes deux aujourd'hui pour le déballage? Vous êtes deux pour le déballage? Aujourd'hui, c'est le début d'un autre chantier, celui des collections. Shazam! On est arrivé pour accueillir les camions qui arrivent de Paris avec un certain nombre d'œuvres. Et on inaugure aussi un peu tous les lieux parce qu'on ne connaît pas encore très bien le bâtiment et donc on s'est typiquement perdu dans les couloirs. Voilà. Car le MUSEM est l'héritier de l'ancien musée des arts et traditions populaires et d'une partie du musée de l'homme. En tout, plus d'1 million d'objets et documents vont arriver par camion de Paris. C'est toujours un risque de transporter un objet, faire des manipulations. C'est là, en fait, où on se rend compte que c'est là qu'arrivent les accidents. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours une petite pointe de stress quand on manipule, parce que un objet tout seul dans son étagère, il y a peu de choses qui lui arrivent quelque chose. La restauratrice est rassurée. Les objets sont intacts. Mais elle est aussi à la recherche d'un numéro de série particulier. 14 289. 1996.2, c'est Berger. Oui. C'est le début d'un numéro d'inventaire correspondant à une maquette de cirque. Donc il y a plein de petits sujets à remonter avec des numéros, des trapézistes, des jongleurs. Les gigantesques salles sont vides. Mais les camions doivent faire une livraison toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année 2014. 9 janvier, le bassin commence à se remplir. Les planchers sont posés. Il règne sur le chantier comme une excitation particulière. Là, on nettoie tout et on finit tout, le carrelage, les vitres, pour que ce soit beau quand dimanche, les Marseillais viendront découvrir ce nouveau musée. Dans 3 jours, c'est le lancement de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture. Et le MUSEM organise une journée porte ouverte. Ça, vous le pensez, ça et ça, vous parlez. Merci. Si le bâtiment n'est pas fini, il faut le rendre présentable. Et pas moins de 18 personnes s'appliquent à nettoyer pour la première fois l'ensemble des vitres. Vous savez combien de mètres carrés de vitres vous nettoyez ici? Non. Non? Allez, calculez pour vous, c'est 6 000 mètres carrés. Des vitres qui ne resteront pas propres très longtemps, car ce fameux 13 janvier, il pleut. Ce qui n'empêche pas les Marseillais de venir en masse. Ici, vous êtes dans la deuxième partie de la galerie de la Méditerranée. Ici, là. Vous voyez cette grande salle qui fait à peu près 1000 mètres carrés. Une opération de séduction. Toute l'équipe participe aux visites guidées. C'est le seul musée national décentralisé de l'histoire de toutes les républiques. Il faut quand même comprendre cette symbolique. Le Louvre à Lens, Beaubourg à Metz ne sont pas des musées nationaux, ce sont des musées régionaux, dans lesquels on fait des prêts. Ici, on est dans un vrai musée national. On a l'impression peut-être que ça coûte à la République de dépenser de l'argent à Marseille. Bon, maintenant qu'il est là, il ne peut plus repartir. Voilà. On l'a, on se le garde. Et le directeur avec. Opération réussie. 15 000 personnes sont au rendez-vous.
Écoutez, impression un peu saugrenue parce qu'on s'attendait à arriver pour voir la première exposition du MUSEM et finalement on arrive dans un endroit entièrement vide, plein de gens qui déambulent dans les couloirs. On n'hésite pas à faire la queue plus d'1 heure sous la pluie, juste pour emprunter les fameuses passerelles. J'adhère follement, quoi, mais je vois qu'il y a... Ça me fait en plus plaisir de sentir que les gens adhèrent aussi, quoi. Quelque part, je me dis qu'un lieu comme celui-là, c'est pas forcément facile nécessairement de l'apprécier, et en fait, je me rends compte que oui. À la nuit tombée, une surprise. L'éclairage nocturne du bâtiment est présenté pour la première fois. La nuit, le MUSEM sera bleu électrique. Agricole, architecture. C'est des maquettes des campagnes de Georges-Henri Rivière à ce moment-là, déjà ou... Dans le lieu de stockage, le premier hangar est complètement rempli. Le mec, il n'a même pas signé, c'est encore mieux. Difficile, devant cet étalage de cartons et d'objets étranges, de se faire une idée des expositions à venir. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois qu'on est venu ici, il y a une maquette qui est arrivée, qui va être présentée donc, dans le Fort Saint-Jean. Elle était encore en carton, dans des caisses. Donc là, on la déballe pour pouvoir voir si toutes les pièces sont bien là, si elle est en bon état et qu'elle est apte à être présentée d'ici quelques semaines. Une maquette de 40 mètres carrés, construite dans les années 20 par un amoureux du cirque. Elle constitue aujourd'hui un véritable témoignage en 3 dimensions de son époque. Pour assembler les 3000 pièces du puzzle, le MUSEM a engagé des étudiants de l'école du Louvre. Ça demande beaucoup de délicatesse et de rigueur, parce que chaque pièce a une place précise et il faut les poser dans un ordre précis. Donc ça ressemble un peu à un gros Playmobil géant, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc ouais, c'est vraiment un travail de patience et de rigueur. Bonjour Zève. Bonjour Sophie, ça va? Tu vas bien? Tu viens voir l'avancement des... Je suis surtout très inquiet pour l'éclairage de cette maquette. Attends, on va aller voir du côté du chapiteau, parce que c'est là où se pose le plus de... Zève Gourarier est spécialiste des arts forains. Il a même enseigné cette matière à l'école du Louvre, où Sophie était une de ses élèves. Comme on l'a évoqué ce matin, on a remonté la piste des clowns à côté. C'est normal qu'il en manque 2. On pourrait s'interroger sur le lien entre la Méditerranée et le cirque. Mais à ce sujet, le professeur est très clair. À partir du 19e siècle et surtout au 20e, les civilisations cessent d'être rurales massivement comme elles l'avaient été, et il y a une promotion des loisirs. Et c'est cette promotion des loisirs qu'on raconte au Fort Saint-Jean, et c'est pour ça qu'elle n'est pas connectée directement à l'aspect méditerranéen. Le cirque, il est aussi bien au Japon aujourd'hui qu'aux États-Unis qu'en Méditerranée. Après une semaine de travail, il ne restera plus qu'à démonter la maquette pour la remonter au Fort Saint-Jean. 23 avril, c'est le début des premiers transferts d'œuvres vers le MUSEM. Pour Vanessa N, responsable du bâtiment, c'est l'occasion de tester le dispositif de sécurité. Assez énorme la sécurité au MUSEM. C'est 10 personnes là dans une phase transitoire avant qu'on ouvre au public et environ 25 personnes en fonctionnement classique. L'accès se fait par un monte-charge unique en France, capable d'emporter 20 tonnes dans les entrailles du musée. Rien de ce qui se passe à l'extérieur comme à l'intérieur n'échappe à la surveillance. Entre 60 et 80 caméras et des radars sur toutes les résilles, qui sont les dentelles de béton qui touchent le sol au niveau des quais, des 2 darses qui nous entourent,
pour éviter que quiconque puisse grimper le long des résilles. On n'en saura pas plus sur la sécurité. Sauf peut-être que la porte de l'ascenseur ne peut pas s'ouvrir 2 fois de suite sans déclencher l'alarme. Au Fort Saint-Jean, les travaux ne sont toujours pas finis et il ne reste plus qu'1 mois avant l'ouverture. Et les différentes salles. Sur le planning, Sophie Ferré aurait dû commencer à installer les objets depuis plusieurs semaines déjà. La fameuse chapelle dont elle est responsable est à peine accessible. Et à l'intérieur, la grande vitrine n'est pas encore finie. Sérieusement, oui, je suis stressée, mais d'un naturel stressé, donc ça n'arrange rien. C'est des collections nationales, patrimoniales, et on doit s'assurer du bon fonctionnement de tous ces espaces d'accueil. Aujourd'hui, c'est pas possible. C'est très très beau. Bonjour, Sophie Ferré. Je travaille à la conservation. Bonjour. Bonjour. On s'est jamais croisés. Non. Non, parce que je travaille plus sur le Fort Saint-Jean avec Zebouari. D'accord. Alors, tout va comme vous voulez. À peu près, là, sur la fin, c'est tendu. C'est tendu, ouais. Nous, c'est chez vous. Bah aussi. On décale l'arrivée des œuvres. De toute façon, comme vous dites, c'est encore un chantier. Il y a de la poussière, les vitrines ne sont pas finies. Ah, c'est compliqué, oui. Et le bâtiment, c'est complètement terminé. Il est complètement terminé, évidemment, sauf que les choses qui ne sont pas encore finies. C'est de la philosophie, ça. Les dernières semaines seront donc intenses. Les équipes vont travailler jour et nuit. Les 2 gourdes qui sont en dessous, je pense qu'il va falloir au moins travailler l'éclairage de façon à ce qu'elles ressortent mieux. Et il faudra faire attention à ce que les objets importants qui sont en haut n'écrasent pas les objets moins importants qui sont en dessous. L'exposition permanente retracera l'histoire de la Méditerranée. Le directeur des collections l'a conçue comme un roman, avec ses chapitres, de la préhistoire jusqu'à nos jours, en passant par les grands événements de notre civilisation. Donc les dieux, les premières agricultures, et maintenant on arrive sur la question de l'eau qui est fondamentale. Une fois qu'on a eu les premières agricultures expansives, on a un peu, même un peu beaucoup peut-être, touché à l'environnement, les terres ne sont plus fertiles, on se réfugie dans les vallées des fleuves et c'est là où les civilisations vont naître. Celle du Nil, celle du Tibre, celle de l'Euphrate, ailleurs d'ailleurs celle du Yangtze. Zef Gourarier fut le directeur du musée des arts et traditions populaires. Il travaille sur certains de ces objets depuis plus de 20 ans. La galerie de la Méditerranée est un peu l'œuvre de sa vie. Je me sens vraiment, c'est le sentiment d'avoir travaillé pour le service public. Ça compte, je veux dire, pour moi la mission de service public est très importante. Ces collections, elles appartiennent autant aux visiteurs qu'elles m'appartiennent. Ce qui donne une responsabilité encore plus grande, c'est-à-dire de lui restituer ce qui lui appartient de façon agréable. Et donc il y a l'impression, d'avoir fait ce pourquoi on était fait. Le MUSEM est là pour longtemps. Et tout le monde oubliera bien vite les angoisses du chef de chantier ou de la jeune restauratrice. Il ne restera qu'un magnifique musée, constitué d'un fort ancestral et d'une œuvre architecturale d'avant-garde. Le MUSEM est le projet culturel le plus ambitieux que la ville ait jamais porté. Et son histoire ne fait que commencer.